Le texte qui nous est proposé est un extrait de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, écrite par John Perry Barlow à Davos en 1996. Le titre invoque une tradition politique. Il y a eu plusieurs déclarations d'indépendance dans l'histoire. Cependant, il ancre celle-ci dans un cadre fictif. Le cyberespace ne s'est pas concrètement émancipé. Il faudra donc interroger la valeur de cet extrait. Est-il ou non à prendre au sérieux ? La question se pose d'autant plus qu'il a été rédigé en 1996, c'est-à-dire à la veille de l'Internet pour tous. Constitue-t-il ainsi la trace d'un rêve révolu ? Et qu'est-ce que notre regard rétrospectif apporte à la lecture de ce texte ? Composé de 3 paragraphes, celui-ci oppose radicalement un monde nouveau et un monde ancien, le premier affirmant sa volonté de s'émanciper du second. Un jeu, apparemment porte-parole du cyberespace, commence par rejeter les représentants du monde passé. Il aborde dans le 2e paragraphe la question de la gouvernance libre et indépendante du cyberespace et dénonce la volonté tyrannique de ceux de l'ancien monde de vouloir avoir la main mise sur ce nouvel espace. Dans le 3e paragraphe, le porte-parole du cyberespace affirme l'émancipation de ce monde nouveau selon des modalités qu'il considère incompréhensibles pour les dirigeants de l'ancien monde. Ce texte, entre politique et science-fiction, discute en filigrane de la définition de l'État, population, territoire, gouvernance. Notre problématique posera la question de savoir comment s'articulent les polarités politiques et science-fictionnelles autour d'Internet. On le regardera dans le texte, dans une première partie, et on observera ce qu'en dit aujourd'hui le cyberespace que nous connaissons. Pour commencer, observons la dimension politico-science-fictionnelle du texte pour en dégager les lignes de tension. Tout d'abord, il s'agit d'une déclaration d'indépendance du cyberespace, c'est en tout cas le titre qui a été choisi par John Perry Barlow. Une déclaration d'indépendance implique qu'il y ait d'un côté un peuple et un territoire qui a envoyé une partie de sa population sur un autre territoire, la population s'appropriant ce territoire et voulant s'en émanciper. Le cas archétypal, celui auquel on peut penser dans l'histoire, est celui de l'indépendance, de la déclaration d'indépendance des États-Unis, rédigée en partie par Thomas Jefferson en 1776, où les colonies anglaises se sont émancipées du vieux continent pour devenir ce qu'on connaît maintenant comme l'Amérique du Nord. Cependant, ici, on voit tout de suite la tension qui apparaît du fait qu'il n'y a pas réellement 2 territoires. Le territoire Internet est par nature dépendant encore aujourd'hui de la matérialité technique, enfin de la matérialité par le biais technique du monde de la matière. Ainsi, c'est une déclaration d'indépendance, mais investie d'une dimension fictionnelle. D'ailleurs, plus qu'un texte politique, cet extrait a des dimensions utopiques. Elle postule l'émergence d'un monde nouveau, connecté de manière uniquement positive, qui s'opposerait à un monde déclaré passé, qui serait exclusivement négatif. Dans la description de ce paradis qui est censé émerger dans la sphère Internet, on reconnaît du coup l'avenir qui va s'opposer au passé dans le texte, l'esprit qui va s'opposer au corps, ce sont toujours des mots du texte, et on peut aussi identifier les partout et nulle part, puisque c'est l'internaute et à la fois dépasse les lois de la kilométrique de la séparation territoriale, et en plus peut échapper même sur son propre territoire par le biais du Darknet, par exemple. Quand il est question de la tyrannie du passé qui s'oppose au terme de liberté, action collective, espace social global dans le texte, on peut penser à toute la tradition dont émerge ce texte, donc le web universitaire collectif, et qui
et dont le flambeau a été repris par des groupes comme les Anonymous ou la Quadrature du Net. Le monde d'avant trouve son illustration dans sa polarité négative à travers les termes énorme, géant, l'acier, etc. Donc les géants fatigués de chair et d'acier renvoient à cette révolution industrielle qui a mis la force de travail humaine au service des machines et que représente par exemple le film très connu de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Donc c'est bien à ce référentiel négatif sinon dystopique, caricaturé ici, qui est présenté dans le texte, qui, du coup, n'est pas juste un texte politique qui déclarait une indépendance réelle, mais bien aussi, voire plutôt, une utopie. Alors, que reste-t-il de ces deux polarités à l'heure actuelle? Comment penser aujourd'hui cette non-indépendance du web et l'utopie qui a été proposée par John Perry Barlow? Alors, on pourrait penser en premier lieu que puisqu'on a dit que le web ne peut pas s'émanciper de la matière et que le texte propose une polarité positive utopique, que du coup, l'Internet actuel, marchand, surveillé, entre en contradiction totale avec ce qui est présenté. C'est selon nous à modérer, puisque si on reprend par exemple, si on s'appuie par exemple sur les théories de l'économiste Rifkin, la technique même, l'interface même d'Internet a fini par pénétrer les comportements humains et a créé une horizontalisation des structures sociales. Et donc finalement, ce monde utopique, décorrélé de la matière, a eu un impact dans nos formes de rapport à l'autre et dans nos systèmes politiques. Cependant, il y a bien une part qui a été complètement contrecarrée par l'Internet que nous connaissons. Nous pouvons dire en rétrospective que l'émancipation du cyberespace n'a pas eu lieu et elle n'aura pas lieu et elle va même vers sa polarité inverse. Deux éléments me permettent de dire ça. Le premier, c'est la pollution numérique que passe totalement sous silence le texte. Le cyberespace n'est virtuel que parce qu'on ne voit pas, pendant qu'on l'utilise, les infrastructures qui le portent. Mais pour avoir accès à Internet, les débats sur la 5G à l'heure actuelle font rage d'ailleurs, il faut un ensemble de câbles qui passent sous les océans et qui font hurler les écologistes. La déforestation a été dénoncée en ce sens, donc il ne s'agit pas d'un monde de l'esprit à proprement parler, et les choses ne font qu'empirer à mesure de notre dépendance d'Internet. Internet ne nous a pas émancipés de la matière, comme on aurait pu le croire, elle nous a aussi inscrits encore plus durement dans la matière, voire dans la destruction de la planète. Le deuxième élément qui me permet d'aller dans ce sens, dans le sens d'un Internet qui est bien ancré dans la matière, c'est la question des imprimantes 3D, puisque jusque-là, on pouvait penser que à Internet était réservé finalement la structuration communautaire, le monde des idées, contrairement à un monde de matière, les géants de chair et d'acier qui représentaient le monde de la production. Mais à partir du moment où une machine permet de donner corps à ce qui est virtuel, alors on sort de cette dichotomie propre au lexique du texte entre corps et esprit, actuel matière et virtuel et réseau virtuel. Pour conclure, aujourd'hui donne à voir un Internet beaucoup plus marchand et proche de la matière que ce qui est décrit dans cette déclaration. On pourrait ainsi penser que ce texte n'est que pure fiction et que sa dimension fictionnelle pourrait être considérée comme dommageable à la portée même du texte. Mais est-ce que ce n'est pas cette dimension fictionnelle elle-même qui a généré un mouvement de l'immatériel dans la matière en horizontalisant nos modes de vie et nos rapports interpersonnels ?